Bonjour à tous, donc Jérôme Masclot, c'est un plaisir effectivement de vous voir aussi nombreux et aussi assidus d'une année sur l'autre. Avec Agathe, donc on va vous raconter rapidement l'histoire de Césure. Certains la connaissent, mais on va essayer de l'éclairer d'un jour nouveau, et notamment avec cet angle économie circulaire qui nous réunit aujourd'hui. D'abord, ce site de Censier, puisque c'est son vrai nom quand même, ce site de Censier a toujours fonctionné avec une logique d'îlot urbain à l'échelle d'un petit quartier. Ça a d'abord été, il y a fort longtemps, un hospice. Ça a été, après une longue période d'interruption, une halle au cuir. Et puis, après la guerre, quelques années après la guerre, on a décidé à l'époque de construire un campus universitaire pour augmenter la population étudiante qui pouvait être accueillie et formée. Donc, sous la direction de Jacques Carlu, on a érigé en 6 mois, ça fait rêver tous ceux qui sont dans le domaine de la construction, on a érigé en 6 mois ce site universitaire. Alors ça fait rêver, mais en même temps il y a quelques petits soucis. 15 ans plus tard, on a commencé à faire des travaux de remédiation, puisqu'on a déjà commencé à avoir quelques difficultés dans la gestion de ce site. On a fait des rajouts, des extensions, des surélévations sur ce bâtiment dans les années 90, puis à nouveau tout début de la décennie 2010. Mais dans l'ensemble, le fonctionnement bâtimentaire était vraiment pas satisfaisant et on avait des difficultés de plus en plus importantes, notamment liées, pas seulement, mais notamment liées à la présence très importante d'amiante, qui rendait beaucoup plus difficile toutes les interventions bâtimentaires dans un site occupé. Et donc, au milieu des années 2010, il y a eu le choix de créer un nouveau campus pour l'université Sorbonne Nouvelle, qui était l'occupante des lieux. Qui permettait également de rassembler une dizaine d'autres implantations éparpillées dans Paris, notamment sur la montagne Sainte-Geneviève. Et on a commencé à construire le campus de Nation Picpus, qui est désormais fonctionnel depuis 2022. Et c'est le moment où on a donc sorti l'université Sorbonne Nouvelle et où on a pu envisager de façon beaucoup plus claire le devenir de cet ensemble. On ne pouvait pas enchaîner directement les travaux pour des tas de raisons. Les principales étaient, la première, qu'on n'avait pas pu faire tous les diagnostics qui étaient nécessaires à une opération de travaux, parce qu'en site occupé très densément, c'était assez compliqué d'envisager de faire les différentes diags, et notamment sur les sujets d'amiante. Également pour des questions financières, parce que le financement de cette opération n'était pas encore réglé et ne l'est toujours pas tout à fait. Et donc le ministère, le rectorat de région Île-de-France, nous a confié à nous, EPORIF, qui sommes un opérateur du monde de l'enseignement supérieur, qui avons non pas l'habitude de gérer des patrimoines, mais d'intervenir sur des patrimoines pour organiser des réhabilitations ou des constructions nouvelles. Il nous a confié le devenir de ce site de Censier pour conduire à la fois les études sur ce que ça va devenir à terme, et puis pour organiser le curage et la dépollution. Comme je vous le disais, dans la phase initiale, on avait besoin de faire quelques diagnostics, mais on n'était pas en capacité de démarrer tout de suite les travaux. Et donc il était prévu une phase de gardiennage. Et donc c'est là où on a réinterrogé la commande et où on a réfléchi en amont, avant la libération du site, à organiser une expérience d'urbanisme transitoire, en se disant que ce serait quand même un tout petit peu plus utile. L'ensemble, je vous le disais, a été composé d'ajouts successifs. On est aujourd'hui dans le bâtiment qui est en jaune sur la vue, qui a été donc principalement remanié dans les années 90. Il y a le corps de bâtiment, le orange, le rouge, qui eux datent plutôt du site d'origine. Et puis les petits morceaux en vert et en bleu sont des bâtiments modulaires qui ont été rajoutés dans les années 2010. Enfin, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Tout ça, ça fait 25 000 m², donc c'est une très belle pièce dans le cœur de Paris. Et il y a
ce fonctionnement en îlot qui, je vous fais pas un dessin avec Vigipirate, etc., mais qui reste quand même des îlots assez fermés. Il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de fonctionnement ouvert aujourd'hui des universités, et ça date depuis longtemps, et a priori ça va rester comme ça encore un petit moment. Donc voilà, c'est cet espace qui était dans l'ensemble relativement fermé à son environnement. Et puis des surfaces très imperméabilisées, vous l'avez vu, tout était bitumé ou construit. Je vais aller assez vite pour passer quand même la parole à Agathe parce que c'est elle que vous attendez. Donc le sujet d'une opération de gardiennage qui était prévue initialement le temps qu'on réalise les premiers diagnostics. Et puis donc on réinterroge la question, enfin la commande finalement en 2020. Le Covid passe par là, donc on prend un peu de retard sur le démarrage. On fait faire une étude de faisabilité pour environner les sujets à la fois techniques. Est-ce qu'on peut vraiment mettre des gens dedans et est-ce qu'on leur fait pas prendre un risque? Comment on fait ça d'un point de vue juridique? Est-ce qu'on arrive à équilibrer ça à peu près au plan financier? Et quel sens ça peut avoir? Et sur cette base-là, on fait un certain nombre de consultations avec les élus locaux, évidemment, la ville de Paris, mairie centrale et mairie d'arrondissement, le préfet, le rectorat, enfin toute une série d'acteurs qu'il faut quand même réussir à convaincre. C'est pas comme s'ils avaient complètement l'habitude. Enfin, à la ville, ils ont l'habitude, mais tous les autres, c'était un petit peu moins évident. Et on a lancé un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire que on n'est pas parti du principe qu'on définissait un besoin et qu'on entrait dans le champ de la commande publique au sens de répondre à un besoin de l'administration, de l'État, mais de dire, ben voilà, on a ce site-là, on pense que c'est possible d'en faire quelque chose pendant une durée d'au moins 2 ans, étonnez-nous par vos idées. Et donc on a été étonnés, effectivement. L'étude de faisabilité nous avait montré, nous avait donné envie de quelques acteurs qui auraient pu investir les lieux. Et nous, notre commande côté Eporif, elle était relativement minimale. Elle disait il faut nous gérer le site et le gérer proprement. Il faut vraiment environner la question de l'amiante parce qu'on ne veut pas prendre des responsabilités inconséquentes par rapport à cette question. On souhaiterait que ça soit une opération qui soit réplicable, en tout cas qu'on puisse la documenter et populariser cette dimension de l'urbanisme transitoire dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche qui manifestement n'en avait pas l'habitude. En tout cas, on n'arrivait pas à trouver d'expérience vraiment probante sur ces sujets et certainement pas de grande ampleur. Et par ailleurs, on voulait éventuellement que ça puisse nous servir de site de délestage, parce qu'on est en permanence au niveau francilien dans des opérations de réhabilitation qui obligent à faire des travaux en site occupé, éventuellement à déplacer des universités, des formations ou des laboratoires. Et donc on se disait, s'il y a un petit morceau qui peut nous servir, voilà. Mais on a mis en avant ces éléments de façon un petit peu minimale, et donc on a ouvert cette AIMI à peu près 1 an avant la libération du site. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je m'appelle Agathe Hamzaoui, je travaille pour Plateau Urbain. C'est bon au niveau du son? Juste pour rappel, pour celles et ceux qui peuvent peut-être ne pas connaître la structure Plateau Urbain, c'est une coopérative d'immobilier solidaire et d'urbanisme transitoire. Ça fait à peu près une 12aine d'années qu'on opère, essentiellement en territoire francilien, et on s'est spécialisé dans la réutilisation de bâtiments vacants, de plein de nature qu'ils soient. Beaucoup évidemment de bureaux, d'anciens bureaux par exemple des années 70 qui aujourd'hui sont en obsolescence, ou en tout cas qui sont plus très attractifs sur les marchés immobiliers, mais on a aussi travaillé sur des anciens hôpitaux, des anciens garages. On gère par exemple aussi un ancien couvent dans le 14e arrondissement de Paris, mais aussi du coup ce site universitaire dans lequel vous êtes aujourd'hui. Comme le rappelait l'historique, on va dire, comme le rappelait Jérôme, et notamment l'historique et comment on est arrivé dans ce lieu, au démarrage, l'important, ça a été vraiment de faire cette étude de faisabilité aux côtés de l'Eporif, non pas pour se positionner en tant qu'opérateur, mais surtout pour s'interroger aux côtés de l'Eporif sur ce qui était faisable techniquement et ce qui ne l'était pas, ce qui était faisable aussi d'un point de vue économique et financier. Et donc nous, on a beaucoup réfléchi à
les espaces de césure et les espaces de cet ancien campus, quelle serait leur autre destination possible, sans forcément intervenir de manière très importante sur le bâtiment, dans une économie de projet qui reste très frugale. Du coup, on est quand même arrivé dans un lieu, donc cet espace d'amphithéâtre comme vous l'êtes là et que vous voyez aujourd'hui, avec des grandes dimensions et des grands espaces qui étaient vacants. Il y avait également les anciennes bibliothèques sur lesquelles on s'est interrogé sur ce qu'on pouvait en faire, ou encore évidemment ces grands couloirs et ces grandes pièces qui étaient soit des salles de cours, soit des bureaux du personnel administratif. Quelles seraient leurs autres possibilités d'usage ? Et donc on a travaillé à une sorte d'idée de programme avec pas mal de pressentis. L'idée qu'on pouvait certainement transformer les salles de cours dans des espaces de bureaux ateliers, que peut-être la bibliothèque qui est en capacité d'accueillir beaucoup de public pourrait être un espace un peu différent, polyvalent pour des événements, accueillir comme aujourd'hui des journées plutôt de séminaires professionnels et plutôt donc de continuer en fait cette idée de transmission des savoirs, mais en twistant un petit peu les usages et en sortant de la logique 100% universitaire en venant y greffer des nouveaux usages qu'on peut trouver dans d'autres endroits en ville et de réfléchir à une mixité, on va dire, plus verticale et non plus seulement à l'échelle d'un quartier, mais de se dire le lieu en tant que tel, à une échelle bâtimentaire, il peut accueillir différents projets. Un des gros challenges par la suite et en juin 2022, donc le campus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi, et ça vraiment je le signifie, ça a été très important, c'est que les PORIF ayant bien anticipé les choses, il n'y a eu quasiment pas de vacances entre le moment où l'université Paris 3 est partie et le moment où nous on a récupéré les clés. Globalement, ici dans cette pièce, il y avait des partiels en mai 2022 et nous on avait les clés le 1er juin 2022. Ça a été un assez moment important et long de récupérer toutes les clés du site, comprendre exactement les espaces, accéder enfin de manière concrète à la chaudière et comprendre exactement le système de chauffage. Il y a le directeur technique de Plateau Urbain qui est présent dans la pièce et qui se rappelle de ce moment assez important, de se dire bon bah là on va vraiment savoir comment il fonctionne et comment l'État avait continué ou pas d'entretenir les installations alors que l'université savait qu'elle allait partir dans un autre site. Et les actualités de gestion aujourd'hui budgétaire interrogent beaucoup aujourd'hui l'État dans la gestion rien que de la question des fluides, qui sont des vrais sujets aujourd'hui pour les universités, mais pas pour globalement les établissements publics. Du coup, on a activé le site, on a fait visiter à plus de 700 porteurs de projets dans l'été, et aujourd'hui, on a à peu près 200 structures, 200 porteurs de projets, des associations, des artistes, des structures de l'économie sociale et solidaire, des structures aussi du champ de l'urbanisme et de l'architecture qui ont leurs locaux de travail ici. Donc en gros, ces personnes, elles viennent travailler là, c'est leur adresse, ils ont accès à des locaux qui sont abordables dans Paris. On est à peu près à 21-22 € du mètre carré. Il faut à peu près se dire que c'est une décote de marché qui est environ de 50% par rapport au prix classique du 5e. Mais surtout, on a réussi, en collaboration avec les PORIF et aussi le rectorat, à maintenir des activités, je dirais, donc d'enseignement supérieur et de recherche. Donc il n'y a Paris 1 qui continue à avoir des cours. C'était la rentrée des étudiants hier. Ils sont dans le bâtiment D à l'entrée. Si vous retournez dans la cour, vous allez certainement apercevoir des étudiants. Il y a le Muséum d'histoire naturelle, qui est un acteur historique du quartier qui occupe des espaces au 2e étage. Et il y a également un certain nombre d'écoles. On a également aussi le Crous de Paris, qui est là en attendant la livraison d'un nouveau bâtiment qui est à quelques mètres. Et donc c'est très intéressant en fait à l'échelle du bâtiment d'avoir à la fois des acteurs plutôt associatifs, des acteurs culturels également, qui sont plutôt aussi des indépendants, qui se mélangent à des acteurs publics, parapublics, et qui se côtoient au quotidien avec du coup des travailleurs, des travailleuses, des étudiants, des artistes, des associations, et du coup tout un pan comme ça qui nous permet de développer un projet d'intérêt général. Aujourd'hui, un des gros challenges était également dans l'année 2022, ça a été de faire tout le dossier de reclassement pour obtenir l'autorisation d'accueillir du public. Peut-être pour certains d'entre vous un petit conseil ou un petit trick qu'on a réussi à faire chez Plateau Urbain que je trouve intéressant de transmettre, c'est que nous on a ouvert le lieu. On a permis aux gens qui pouvaient venir travailler de venir, donc en code du travail, dans le langage technique, et on a travaillé au tout le dossier de classement et de destination avec la préfecture pendant l'année, ce qui nous a permis ensuite d'ouvrir officiellement en mai 2023.
Ça a été très important parce que ça nous a permis d'avoir quand même les ressources de toutes les structures qui venaient travailler pendant une année et de ne pas s'empêcher d'ouvrir et de ne pas s'empêcher d'activer et d'avoir de l'activité dans le projet. Sans ça, je pense qu'on n'aurait aujourd'hui pas pu développer le projet parce que ça aurait été quasiment un an sans ressources et d'études. Et c'est très intéressant, en tout cas d'un point de vue trésorerie, en termes de fonds propres, pour nous d'avoir pouvoir développer ça. Et en plus de ça, en vivant le site, en l'expérimentant, on a pu vraiment mieux le comprendre, mieux comprendre les usages, mieux comprendre les fluides et donc aussi nous ajuster d'un point de vue financier quelle allait être les charges existantes du bâtiment. Aujourd'hui, c'est un projet pour nous qui réunit à peu près 50 personnes en emploi direct. On travaille avec beaucoup de partenaires, des acteurs avec lesquels on travaille historiquement, comme l'association Aurore, avec qui on a travaillé au Grand Voisin, également l'association Yes We Camp, qui nous accompagne sur toutes les questions d'aménagement tactique et je dirais de maîtrise d'usage, sur aussi les questions de signalétique. Emmaüs Campus, qui développe un petit projet de friperie et de ressourcerie qui ouvre à partir du mercredi. Un nouvel acteur qui nous a rejoint récemment, Espace, pour développer le projet de cantine. Les pourrifs, évidemment, au quotidien, avec lesquels on échange pour gérer le lieu et échanger sur les questions de gestion au sens large. Et là, ils ne sont pas cités, mais aussi également la société Sévi Gardiennage qui nous accompagne pour toutes les questions de sécurité incendie. Ce qui est important peut-être de vous dire, c'est que c'est vraiment un projet qui nous permet aujourd'hui de réfléchir à peut-être pourquoi l'occupation transitoire, elle pourrait aussi bénéficier aux acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un lieu, comme le disait Jérôme, qui est dédié à des opérations tiroirs. Ça permet quand même d'avoir une sorte de réserve foncière en quelque sorte. Aujourd'hui, on est plein, mais à un moment, là par exemple, le Crous va déménager partiellement. C'est des espaces qu'on peut re-questionner pour d'autres écoles et de se dire, en attendant que les projets soient terminés, que les travaux soient terminés, ici, ça constitue un petit espace de réserve foncière. Il y a un écosystème d'acteurs, de porteurs de projets, et on sent en tout cas que pour les étudiants et étudiantes, ça permet de leur ouvrir, on va dire, le champ sur d'autres sujets, et ça les sort de l'université classique. Ça leur permet aussi d'être confrontés à un lieu où en fait il y a des professionnels, il y a des activités différentes. Et enfin, l'importance aussi d'avoir intégré des écoles dans le projet et de ne pas les avoir dissociées. Je pense qu'on pourra peut-être observer les effets plus tard, mais on est vraiment assez content de ce volet-là et d'essayer en tout cas d'accompagner les étudiants, non pas seulement dans le cadre de leur je dirais, apprentissage, mais aussi peut-être pour des projets associatifs, pour des événements et plein de choses différentes. On vous a remis là les chiffres clés, je ne vais pas les citer, vous aurez le document qui sera disponible en ligne. Mais donc aujourd'hui, on a vraiment cette cantine, là vous voyez, qui est dans l'ancienne bibliothèque de 500 mètres carrés avec la boutique Emmaüs Campus. Ce qui est intéressant, c'est que cette boutique, vous allez voir si vous allez dans la cantine tout à l'heure, elle se rétracte. En fait, on a réussi à avoir un système modulaire qui nous permet justement de la fermer et avoir un espace aussi réversible qui nous permet aussi de faire des événements. Les amphithéâtres aujourd'hui qui sont toujours utilisés à cette vocation de transmission, comme là aujourd'hui avec vous présents ici, mais par exemple demain il y a une association étudiante en architecture et en paysage qui font leur workshop de début d'année. Vendredi il y a un cabaret, il y a du théâtre le week-end. Enfin, on essaye vraiment d'imaginer et de faire vivre cet espace de façon différente avec plein d'usages différents. Et puis les anciennes salles de classe aujourd'hui qui sont des bureaux ateliers avec par exemple l'atelier là de Marie-Édith qui est une artiste du lieu. Pour finir, juste vous dire pour ma part, les premiers effets qu'on observe du projet, c'est l'importance, je vous disais, d'avoir une diversité de fonctions qui permet vraiment à différents publics de se croiser en dehors de l'espace public, mais vraiment dans le lieu, entre des personnes qui viennent travailler, des personnes qui viennent assister à une conférence, des étudiants qui viennent assister à un cours, des artistes qui viennent créer. Et donc on sent qu'il se passe vraiment une sorte de petit laboratoire à échelle 1 dans le lieu. Ça pose des vraies questions pour nous en matière de mixité des publics, ça pose des vraies questions aussi en matière de conflit d'usage, mais on est assez content de se dire que c'est possible et que c'est possible de développer ces projets-là, et on remercie du coup le propriétaire de nous faire confiance. C'est un lieu, en tout cas, qui est aussi ouvert sur la ville et le quartier. On voit aujourd'hui que la ressourcerie, elle permet vraiment à beaucoup de personnes du 5e arrondissement de venir déposer des choses. La petite anecdote, c'est que c'est le Emmaüs dans lequel il y a le plus d'apports en ressources et en matière de tout Paris, plus que dans le 19e arrondissement, pour ceux qui connaissent le réseau Emmaüs. Par exemple, on a eu la statistique la semaine dernière de la part d'Emmaüs, c'est 150 tonnes de vêtements qui ont été donnés ces 6 derniers mois. Je ne sais pas si vous représentez ce que c'est assez important. Et donc, on ne stocke pas tout ici, ça repart dans le 19e.
Et surtout, après, c'est une ouverture du site qui se fait à l'année et non plus seulement sur le calendrier universitaire. Du coup, ça, c'est aussi super important en matière de, je pense, réutilisation d'espaces vacants et en matière d'utilisation en fait, des bâtiments en utilisant et réfléchissant au temps et pas seulement à l'espace. C'est de se dire que, en fait, il y a plusieurs moments parfois où les bâtiments ils sont vides et ils ont une valeur d'usage. Habituellement, avant, Paris 3, il fermait en gros après les partiels. Il y avait encore le personnel administratif, mais il y avait quasiment les 3/4 du site qui étaient vacants. Aujourd'hui, la plupart des espaces du site, notamment dans le bâtiment principal, les bureaux et l'espace de travail, ils sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un certain nombre d'activités régulières qui ont lieu le soir, comme des cours de danse, des cours de sport, un Repair Café le week-end. Et tout ça, c'est des choses qui sont faisables parce que pour le coup, nous, on arrive à identifier un certain nombre d'acteurs, mais à ouvrir le lieu sur la ville et à plus seulement faire qu'il soit utilisé que sur le calendrier universitaire. Du coup, si vous rencontrez des projets dans lesquels vous vous dites, je trouve que l'exemple des établissements scolaires, c'est un très bon exemple aussi, hein, l'exemple des cours Oasis, c'est un bon exemple, c'est qu'ils ont des valeurs d'usage aussi l'été, et à l'heure en tout cas de la transition écologique et énergétique, c'est important dans nos villes, je pense, de s'interroger sur leurs valeurs d'usage à d'autres moments. Ça pose des vraies questions de gestion, et qui sont des gros challenges, mais en tout cas, on voit bien que ça a des bénéfices pour un certain nombre d'acteurs et de l'écosystème. Je vous remercie. Je vais laisser Jérôme conclure sur, en tout cas, pour lui, les objectifs et l'utilité du projet. Comme je vous le disais, on avait quelques attentes, nous, en amont du projet, qui étaient quand même relativement limitées. Le gardiennage, la maîtrise du risque amiante et d'une façon générale, la gestion du site. On avait donné aussi une autre contrainte dans le cadre de l'AMI, de dire qu'il ne fallait pas que ça nous coûte beaucoup. C'était une question d'acceptabilité aussi pour les autorités administratives qui nous avaient confié le site. Et puis de nous permettre de développer le projet, donc pouvoir aussi accéder pour faire les fameux diagnostics dont je parlais, pouvoir fonctionner en ayant un établissement qui ne soit pas complètement fermé. Et par rapport à tout ça, on a eu évidemment beaucoup plus. Comme je vous le disais, nous, on n'est pas des gestionnaires de patrimoine côté Eporif, on est encore moins des gestionnaires d'espaces temporaires. Et donc, c'était important de pouvoir s'appuyer sur des gens dont c'est la spécialité, sur des gens qui se sentaient en capacité de prendre un site aussi important. Ça n'est vraiment pas courant, cette échelle de 25 000 m². Donc il y avait une question quand même de changement d'échelle. Enfin, il y avait le précédent de Saint-Vincent-de-Paul, mais enfin, les sites de cette taille-là n'étaient pas si nombreux que ça. Donc il y avait vraiment des questionnements sur la façon de gérer le site. Agathe l'a évoqué rapidement. On ne savait pas si on arriverait à redémarrer la chaudière, donc on ne savait pas si on ferait une demi-saison ou si on arriverait à faire une saison complète. Il y avait des tas de problèmes d'entretien. Enfin, les sanitaires, il y en avait un tiers qui fonctionnait à la fin quand on a libéré le site de l'occupation universitaire. Donc il y avait vraiment des gros enjeux, et c'est un métier. Et donc, merci à Plateau Urbain d'avoir relevé ce défi. Au-delà de la question de la gestion transitoire, là où ça nous a surpris, on avait des intuitions, mais on a été agréablement, on a été satisfait de la façon dont ça s'est géré. C'est la question des relations avec le voisinage. Le voisinage, il y a peut-être des habitants du quartier qui sont présents aujourd'hui. S'inquiétait beaucoup de ce qu'allait devenir le site, et à juste titre. La peur du squat, la peur d'un certain nombre d'activités qui auraient pu créer des nuisances pour les riverains. On a notamment des riverains de part et d'autre, des habitants qui ont pu avoir des mauvaises expériences par le passé. Ça nous a aider également à démontrer qu'on pouvait avoir des fonctionnements qui étaient plus ouverts sur le quartier. Agathe l'évoquait rapidement. Alors, il y a la question de l'accès aux espaces. Il y a la question aussi de l'accès à un certain nombre d'activités qui se déroulent au bénéfice des habitants du quartier. On n'est pas seulement sur le grand territoire et une attraction qui peut se faire bien au-delà de Paris. Tu l'évoquais avec la question d'Emmaüs et les 150 tonnes, c'est juste impressionnant. Les 150 tonnes de vêtements qu'on a libérés des appartements des habitants du 5e. Mais d'une façon générale, on a des associations qui viennent réaliser leur AG dans ce site. On a des cours qui s'adressent notamment aux habitants du quartier sur des questions d'artisanat, sur des questions de soutien, etc. Et donc ça nous a montré, ou ça a pu permettre de montrer aux acteurs universitaires avec qui on discute sur le programme futur,
qu'il s'intégrerait dans un quartier et qu'il pouvait être intéressant, et en tout cas qu'il y avait une demande, pour avoir des interactions entre ce futur site universitaire et les habitants du quartier et les forces vives du quartier. Et c'est la question, ça interroge notamment la question de la saisonnalité évoquée à l'instant, c'est le fait qu'il y a les activités universitaires de 8h à 20h, 5 jours ou 5 jours et demi par semaine, et puis il y a tout le reste du temps. C'est-à-dire le week-end, peut-être pas toujours la nuit, mais le week-end, les vacances scolaires, les petites vacances, les grandes vacances, effectivement, de fin mai à septembre. Et on peut réfléchir à d'autres usages. Et donc ça nous amène, nous, en termes de programmation, à envisager cette question de l'ouverture, sans forcément ouvrir la totalité du site, mais avoir des espaces qui peuvent fonctionner en se fermant à l'intérieur du site universitaire pour condamner l'accès à certains espaces plus sensibles, et en s'ouvrant sur le quartier, en ayant des accès directs sur le quartier qui puissent être organisés. On a pu travailler avec nos partenaires de l'Institut Paris Région et Plateau Urbain sur l'explicitation du comment on avait fait au démarrage. Donc on a réalisé un petit guide dont vous trouverez le lien dans la présentation, de façon à pouvoir documenter l'expérience et à pouvoir raconter... et c'est fini bientôt. Et voilà. Et ben, de toute façon, c'était fini. Peut-être également pouvoir dire que ce fonctionnement du site avec l'ensemble de ses partenaires, c'est quelque chose qui n'est pas forcément qui existe ponctuellement dans l'écosystème universitaire, mais qui n'est pas forcément quelque chose de structurellement organisé. Et donc là, c'est vrai que ça nous offre une opportunité dans la réflexion sur le futur du site pour mieux envisager cette coopération et donc en faire un point de base du cahier des charges. On verra si on arrive à le maintenir dans le temps, puisque comme je vous le disais, le programme n'est pas encore complètement ficelé et financé, mais c'est quelque chose qui nous ouvre vraiment des perspectives nouvelles et qu'on n'attendait pas forcément à l'initiation du projet. Merci à tous.